Salut, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour... Viens avec moi, toi. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Salut, mon chat et moi sommes super contentes de vous retrouver pour une vidéo slash vlog où je vais parler de ma lecture de La Passe Miroir, le tome 4. Et ce qui est beau, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu l'annonce sur le site de Christelle Dabos où justement le site change de nom, il passe de lapasmiroir.com à christelledabos.com. Et dans ce site, déjà, elle dit clairement qu'elle va continuer à écrire et qu'elle va écrire d'autres choses. Donc là, je suis en mode... Et vraiment, c'était la question que je me posais dans ma vidéo sur La Passe Miroir 3. Je me disais, mais j'espère vraiment qu'elle va continuer à écrire. Donc là, clairement, elle dit que oui. Et aussi, elle dit que La Passe Miroir pourrait connaître d'autres adaptations. Vous imaginez La Passe Miroir en série? Je vais mourir. Alors, ma lecture du tome 4, pour l'instant, je vais vous dire, je suis à 176 pages. Pour l'instant, j'aime énormément ce qui se passe dans ce tome. Je trouve ça incroyable ce qui se passe et en fait j'ai peur parce que... La meuf hyper drama, j'ai peur. Parce qu'en fait, sur Instagram, on va pas se mentir, la plupart des avis sont super mitigés. J'ai vu plein de gens qui étaient déçus par la fin... D'accord, Amoto. Plein de gens qui trouvaient que ouais, il y avait trop d'informations dans ce tome, que ça allait trop vite, que vraiment beaucoup d'avis négatifs. Et là, comme pour l'instant j'aime énormément, je me dis, il y a deux possibilités. Soit c'est moi qui ne pense pas comme la plupart des personnes et j'adore alors que les autres n'aiment pas forcément. Ou alors les choses que les gens n'aiment pas vont se passer dans la suite de l'histoire. Ce qui est probable étant donné qu'il me reste quand même... voilà, je suis pas du tout rendue à la moitié. Déjà, je trouve que ce tome, il démarre très vite comparé aux autres tomes qui justement sont un peu longs à mettre en place. Moi justement j'aime bien la lenteur, mais là je trouve que franchement direct dès les 100 premières pages on apprend des choses, j'étais là genre oh ouais d'accord. Alors oui bien sûr il y aura des spoilers dans cette vidéo comme ma vidéo du tome 3, mais déjà le fait que ça commence avec un chapitre de l'autre, j'étais là genre waouh. Ce qui est fou en plus avec le chapitre de l'autre, c'est que les premières phrases, moi je pensais que c'était Thorn parce qu'il dit je sais plus ce qu'il dit, mais je sais plus quelle chose ressemble à Ophélie. J'étais là genre, ah ouais, c'est Thorn. En fait, c'est pas du tout Thorn. Et j'étais en mode, mais ce n'est pas Thorn qui parle. Et vraiment, j'ai eu cet effet de surprise dès le premier chapitre. La relation entre Thorn et Ophélie, je la trouve trop bien écrite parce qu'elle est pleine de tendresse et pleine de tension à la fois. Et on sent qu'ils sont pas totalement... Comment expliquer? Ça se sent que c'est le début de leur relation. Voilà, ils sont pas complètement à l'aise l'un envers l'autre, mais il y a quand même beaucoup de tension et puis d'amour, d'admiration, et je trouve ça vraiment bien écrit. Et en plus, ça reste dans leur continuité. Alors moi, j'en avais pas forcément peur, mais je pense que certaines personnes craignaient le fait que Thorn puisse être un peu trop fleur bleue et que ça irait pas par rapport au personnage qu'il était depuis le tome 1. Parce que c'est vrai que Thorn aurait pu facilement tomber dans le out of character en étant d'un coup hyper fleur bleue. Et moi, je trouve que il a un peu ce côté un peu romantique auquel on aurait... un côté qu'on n'aurait pas prévu, mais je trouve quand même que ça reste quand même dans son personnage, donc j'aime beaucoup. J'aime aussi le fait qu'on voit les réactions des gens et de la société face au délabrement des arches. Je trouvais ça vraiment bien écrit, cette espèce de tension et de peur en fait tout simplement, où les gens aussi sont confus, ils comprennent pas ce qui se passe. Et je trouve que c'est vraiment très bien retranscrit et j'aime énormément parce que c'est tendu. En plus Ophélie et Thorn ils voient ça et ils savent que c'est pas du tout naturel, donc eux ils ont une tension et une peur en plus. Et aussi il y a tout le passage avec le fait que la cité de Babel décide de rejeter certains citoyens de Babel, et toute la scène dans le mémorial où ils virent les gens à bord de dirigeables. Oh là là, moi je lisais ça, je trouvais ça incroyable et tendu, et je me disais mais il se passe ça dans les 100 premières pages du livre, et tu te dis qu'est-ce que nous réserve la suite. Donc je trouve que c'est vraiment un tour de force de commencer par là, parce que dès le début Ophélie elle tombe dans les problèmes. Ça me fait rire parce que dans ma vidéo du tome 3 je disais mais qu'on laisse un peu de répit à cette petite Ophélie, et là dès le début elle a même pas le droit à un instant de répit, c'est tout de suite la merde pour elle. Tous les moments où ils virent les étrangers de Babel, ça reflète tellement notre société actuelle en fait. De toute manière dans La Passe Miroir j'y ai toujours vu une métaphore sociopolitique, même dans les premiers tomes, quand on avait le point de vue des domestiques, donc Ophélie quand elle est en mime, Gaël, Renard, et les personnes les plus aisées, les plus bourgeoises, il y avait clairement un fossé social entre eux qui était clairement décrit. C'était clairement montré que Christelle Dabos faisait une critique sociale à travers La Passe Miroir. Je dis pas que c'est le but premier du livre,
pas du tout. Mais elle n'hésite pas à le faire et je trouve ça vraiment très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'Ophélie, dans le tome 1, elle est justement avec les domestiques, donc les moins aisés. Et dans le deuxième tome, elle est justement, elle fait partie de celles qui ont un rôle vraiment dans la cour. Donc en fait, elle bascule des deux extrêmes sociales de la société. Et je trouvais ça super intéressant, ce balancement. Et je suis complètement hors sujet. Parce que là je parle du tome 4 et la scène où une émeute commence, j'ai trouvé ça vraiment j'étais à fond dedans. Et quand Ophélie va vers Hélène et Pollux pour clamer leur cause, quand Octavio, mais Octavio je l'aime trop vraiment, enfin c'est balai Octavio. Le moment où il prend la parole en mode bah je fais partie des favorisés mais je suis avec vous et j'en parlerai dans mon journal, et vraiment je trouve que tu es pris dedans, enfin j'ai vraiment adoré ce passage. Mais d'ailleurs là Octavio, j'ai un peu peur de ce qui va lui arriver parce qu'à un moment il appuie vraiment à Ophélie, oui demain je retourne à la bonne famille, je retourne dans mon journal et je parlerai de ce qui s'est passé. J'étais là genre ça m'étonnerait, donc on verra dans la suite de cette vidéo. Et les gens qui ont lu La Passe Miroir 4 avant moi regarderont ce moment et me diront Oh My Sweet Summer Child, peut-être. Mais j'ai l'impression que Octavio, il va lui arriver quelque chose. J'ai peur qu'il meure. J'ai l'impression qu'Octavio, il va lui arriver une merde, en tout cas. Enfin, ouais, quand il a dit « je vais en parler dans mon journal », moi tout de suite je me suis dit « non, tu vas pas en parler à mon avis, il va se passer un truc ». Et là du coup, je suis rendue au moment où Ophélie est entrée dans l'observatoire des déviations, c'est ça, j'allais dire l'hôpital, mais c'est pas tout à fait ça. Je trouvais ça intéressant que La Passe Miroir prenne ce tournant-là, parce que ça avait pas du tout été traité dans les 3 premiers tomes, et là, du coup, c'est ce qui arrive à Ophélie. Et je trouve ça intéressant que ça prenne ce tournant, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, je suis qu'au début, et cet endroit, vraiment, Ophélie, elle est pas sortie de l'auberge, quoi. J'ai lu la scène où elle est devant des gens, là, et il y a quelqu'un qui lui fait des gestes avec ses bras, j'arrive pas à expliquer, je suis désolée, et le mec lui met une gifle. Et Thorne s'est levé et moi j'avais envie de me lever devant mon livre en mode mais qu'est-ce que tu fous? Vraiment cet endroit, je sais pas ce qui s'y passe. Du coup, je n'ai pas fini le livre, vous savez sûrement. Je sais pas du tout, là vraiment, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai aucune idée de ce que Eulalie a à faire avec cet institut. Pourquoi je dis institut? C'est cet observatoire. J'ai hâte de lire ça. Donc je vais continuer à le lire et je pense que je vous ferai des petits updates comme ça face caméra toutes les 100-150 pages pour vous dire un peu ce que j'ai ressenti. Et oui, on se retrouve encore dans un nouveau décor. Alors je sais que sur ma chaîne je suis H24 dans des... Bah... Qu'est-ce qu'elle me fait elle? Là, vous voyez pas mais... Non, ça va être trop compliqué de baisser mon trépied. Mais là, la preuve, il y a un chat dans le champ. J'ai pas mal avancé dans La Passe Miroir. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais rendue à moins de 200 pages et là je suis à 350 pages environ. Et en fait, j'allais dire j'ai pas mal de choses à dire, mais en même temps, pas tant que ça. Je sais pas comment dire. J'ai lu tout le passage d'Ophélie à l'observatoire, où elle mène une sorte d'enquête, où elle se rend compte de beaucoup de choses, où elle apprend des choses, et du coup le lecteur en même temps apprend ces choses. Dans le dernier update lecture, j'avais lu du coup le début. J'avais trouvé le début de ce tome assez incroyable, et le milieu je l'ai trouvé assez long en fait. Et il y a beaucoup de chapitres assez obscurs où on apprend beaucoup d'informations. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que dans ce tome-là, il y avait beaucoup d'informations et que c'était indigeste. Moi, je trouve pas que ce soit indigeste, je trouve pas qu'il y en ait... Enfin, oui, il y en a beaucoup, mais c'est normal, en fait. C'est un dernier tome et franchement, je m'attendais à pire, limite. Mais c'est juste que les informations qui sont données, elles sont pas hyper accessibles, je trouve. Moi, j'avoue, je suis un peu perdue. Je dirais que je comprends l'idée générale de ce qui se passe, mais si quelqu'un me disait alors explique du coup les échos, tout ça, qu'est-ce que c'est, je serais en mode et en gros je vois ce que c'est et je suis pas perdue dans ma lecture, mais il y a quand même des choses qui me perdent un peu. Par exemple Eulalie, j'arrive pas à comprendre son passé et tout. C'est mon chat qui mange ses croquettes, le petit bruit. Et les échos, j'ai compris ce que c'était, du coup c'est de l'Argé... Alors ce nom par contre, si quelqu'un arrive à le prononcer, de l'Argéarium.
Aergarium. Bon, c'est un truc comme ça. En gros, c'est de la matière. Et en gros, il y a tous ces échos. Et la corne d'abondance fait que ces échos deviennent de la matière. Donc de la matière, que ce soit comestible, matérielle tout simplement. La matière, j'ai quand même dit de la matière matérielle, c'est magnifique. Et les humains peuvent, faire que leur écho devienne pas humain mais vivant en quelque sorte. Voilà ce que j'ai compris. Alors il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont me dire t'as rien compris, c'est pas ça. Là pour l'instant d'où je suis rendue, c'est ça que j'ai compris. Niméria. Bon, Niméria a décidé de jouer avec des sacs cabas. C'est super. Pour l'instant, l'histoire des échos, tout ça, je suis un peu dubitative parce que d'un côté, je trouve ça intéressant et original parce que, alors là, ce qu'elle fait avec les histoires d'échos et tout, on va trouver ça nulle part ailleurs, c'est sûr. Donc je trouve ça intéressant. Mais d'un côté, je suis un peu dubitative et je me dis, est-ce que c'était obligé? Et surtout, je me demande où ça va mener, ces histoires. Donc pour l'instant, je peux pas trop dire ce que je pense de cette storyline. Tout avec les échos, tout ça, j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Je suis dubitative, je suis un peu mitigée. Donc j'attends de voir ce que ça va donner et je vous dirai ce que j'en pense du coup à la fin. Et là où je suis rendue, en fait je suis rendue au passage où, justement, j'ai arrêté là. Parce que je me suis dit que j'allais faire un update lecture au moment où je ne sais pas ce que c'est, la corne d'abondance. Donc là je suis au moment où Ophélie monte dans le train qui va la mener jusqu'à la corne d'abondance, où elle va voir enfin ce que c'est, apparemment cette chose où tu découvres un sens de la vie si grand et si profond que tu n'as plus envie de quitter cet endroit. Donc là je filme au moment où je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc la prochaine fois que je vais filmer, je vais savoir ce que c'est. Et c'est un peu un grand moment de l'histoire je pense, surtout que il reste que ça, hein. Je m'approche de la fin quand même. Et ce que j'ai lu aussi un peu avant, histoire de vous mettre un peu dans le contexte, la bonne famille, la bonne famille a dégringolé. Et si vous vous souvenez, au dernier update lecture que je vous ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Octavio allait mourir. Alors par contre, je ne pensais pas comme ça. En fait, la bonne famille qui tombe, c'était obligé, parce que je me souviens que dans le tome 3, Christelle Dabos, je me souviens que dans le tome 3, du coup, Christelle Dabos, à travers Ophélie, arrêtait pas de dire « Oh, la bonne famille se tient sur une arche qui est un peu penchée, tout ça, tout ça. » Ah non, c'est pas le mémorial plutôt qui est sur une arche un peu penchée. Enfin bref, du coup, je me disais « ça sent le roussi. » Mais là, j'avoue, je l'ai pas vu venir, le fait que la bonne famille tombe. Après, je m'attends toujours à ce que d'un coup, Octavio arrive et dise « Ah, en fait, j'étais pas la bonne famille ce jour-là, je menais mon enquête je sais pas où, du coup, je ne suis pas mort. » Octavio, je t'attends. Parce que j'avoue que j'ai pas pleuré. Pour l'instant, j'ai pas pleuré dans ce tome. Alléluia. Pour l'instant, je suis en attente en fait. Je suis en attente de voir ce que c'est la corne d'abondance. Je suis en attente de voir ce que l'histoire des échos va donner. Je suis en attente de voir si Octavio va revenir. Je suis en attente de savoir ce que fout Thorne. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je pense de la pièce miroir 4. J'ai énormément aimé le début que j'ai trouvé très fort, très original, très bien. Et là, je trouve ça original, singulier et bien écrit, mais je trouve ça trop complexe, trop dense, et j'ai du mal à trouver l'intérêt dans l'histoire des échos là. Je trouve ça intéressant, mais j'y trouve pas d'intérêt. En fait, je trouve ça intéressant, mais j'ai envie de voir ce que ça donne en fait. J'ai mis mon meilleur t-shirt. J'ai également mis du fard à paupières, un peu doré, qui ne se voit absolument pas. J'ai un peu avancé dans la passe miroir et j'avais envie d'en parler, car ce que je viens de lire m'a absolument bouleversée et j'ai lâché mes premières larmes pour ce tome. Donc j'avais envie d'en discuter un peu avec vous, si ma batterie accepte encore de tenir. Donc hier, je vous ai laissé, j'étais rendue au moment où Ophélie montait dans le train qui allait la mener vers la corne d'abondance. Et je vous disais, comme j'ai hâte de savoir ce que c'est, gna 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 gna. Et du coup, vous le savez, parce que si vous regardez ce vlog, vous avez déjà lu ce livre, mais du coup, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et donc là, j'ai lu tout le passage. Du coup, quand Lady Septima entraîne Ophélie, Elisabeth et Thorne vers le dirigeable bondé. Et donc du coup, j'ai lu tout ce passage où les gens essaient juste de s'en sortir et qu'ils débarquent sur une arche. Où d'ailleurs, là, je me suis arrêtée, je suis à la page 408.
Enfin là, le début du chapitre, c'est la page 408. Et donc là, cette arche sur laquelle ils sont tombés, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et alors hier, je vous parlais justement, je vous disais que le milieu du livre, je l'avais trouvé un peu long, un peu dense, un peu complexe, et que du coup j'étais moins dedans. Mais là, du coup, le passage du dirigeable, je vais l'appeler comme ça m'a... C'était tellement intense et ça m'a refait l'effet que j'avais au début. J'ai trouvé vraiment incroyable tout le passage où ils essayent justement de mener les étrangers à bord du dirigeable pour les virer de Babel, en gros. Et là, ça m'a fait ressentir la même chose, cette intensité, ce... Waouh, je vous jure, j'étais tenue en haleine, vraiment, c'est... J'étais tenue là, vraiment, c'était assez incroyable de lire ça. Et mon chat lèche le l'évier, Nimeria. Et le moment où ils arrivent sur l'arche, je trouvais ça si beau aussi, le fait que Ophélie, elle décrit que elle regarde les gens et elle les voit danser, rire, comme si ils renaissaient en quelque sorte, qu'ils reprenaient goût à la vie. Et j'ai trouvé ça si beau, c'était si beau et touchant. Et du coup là je me demande ce qui va se passer, je sais pas. Là du coup je les vois bien rester sur cette arche pour toute la vie et refaire leur vie là. Je sais pas trop ce que ça va donner là à la fin. Et j'ai pleuré au passage où Ophélie elle dit à Thorne je peux pas avoir d'enfant. Et après il y a écrit elle ne se sentait plus calme du tout, son ventre lui faisait mal, vivre lui faisait mal. Octavio, Hélène et tous les autres auraient dû eux aussi avoir leur place sur cette colline, devant ce ciel sous ces oliviers. Alors là, je peux vous dire que j'ai chialé. Donc du coup, ce livre, vraiment... j'ai adoré le début. Le milieu m'a semblé, comme je disais, trop long, trop dense, trop ci, trop ça. Et là, ce passage m'a complètement bluffée, j'étais bouleversée. Donc... il me reste 150 pages environ, c'est très peu. Et du coup, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas quel va être mon avis final sur ce livre. Pour l'instant, je suis mitigée. D'un côté, j'adore et d'un côté, il me manque quelque chose. J'ai à la fois hâte et pas hâte de le finir parce qu'il me reste que 150 pages et j'ai terminé La Passe Miroir. Quelle est cette vie ? Ça va toi ? Je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai reçu hier. Ce sont 2 bracelets que m'ont offert une amie. T'es curieuse toi ? Et ce sont des bracelets qui du coup ont un rapport avec la passe miroir. Alors là, c'est un bracelet pour Thorne. Il veut pas trop faire le focus, mais là vous pouvez voir. Du coup ça représente une montre à gousset. Et la montre à gousset représente Thorne. Et je trouve que les pierres représentent assez bien le pôle. Quelque chose d'un peu rocheux, voilà, et aussi ça rappelle le froid avec les pierres transparentes, grises et blanches. Et le deuxième bracelet, lui, représente du coup Ophélie avec la fameuse écharpe. Il est vraiment magnifique celui-ci. Et du coup, voilà, avec des pierres qui peuvent un peu rappeler... Des pierres, c'est pas vraiment des pierres, c'est des perles qui rappellent Anima. Voilà, et je les trouve absolument magnifiques tous les deux. Et c'est une amie qui me les a offerts, voilà, j'ai eu la chance... d'avoir ce petit cadeau. Et ces 2 petits bracelets viennent d'une boutique sur Etsy qui s'appelle The Moon Tales. La personne qui a fabriqué ces bracelets vient du Canada et les bracelets sont arrivés en 9 jours, donc c'est très peu de temps je trouve. Et les bracelets sont vraiment d'une très bonne qualité, ils sont absolument magnifiques, donc je suis vraiment super contente. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Surtout que je suis super contente d'avoir reçu ce cadeau la semaine où je termine... le dernier tome de La Passe Miroir, du coup je termine la saga, je trouve ça, je sais pas, comme un petit clin d'œil. Voilà, porté, ça donne ça. Ils sont super jolis. Je savais pas si... parce que au départ je les mettais un sur chaque bras, mais finalement j'ai envie que Thorne et Ophélie soient ensemble sur le même bras. Comme ça j'aurais l'impression d'avoir toujours un peu avec moi une partie de Thorne et Ophélie. Ça y est, je l'ai terminé. J'ai terminé ce tome, La Tempête des Échos, et j'ai terminé La Passe Miroir. J'ai terminé la saga. Ça fait 2 jours déjà que je l'ai terminé, mais j'étais incapable de prendre la caméra tout de suite. Déjà, premièrement parce que j'étais en larmes, et aussi parce que j'avais besoin de digérer ma lecture. Je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens. Enfin, remarque, j'ai vu plein de vidéos où les gens se filmaient « Oh, je viens de terminer » et j'étais là genre « Comment
Comment tu fais? Moi j'étais incapable. Hier du coup j'ai passé un peu ma journée à regarder des vidéos sur YouTube d'avis de gens sur ce tome. J'en avais vraiment besoin parce que j'avais plein d'émotions en moi mais j'arrivais pas à les formuler. Je savais ce que je ressentais mais j'arrivais pas à savoir ce que je pensais du livre. C'était un peu étrange. Et du coup j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu quelques textes et du coup j'ai réussi un peu à mieux formuler mes idées. Et surtout ce qui m'a fait du bien c'est que je me suis rendu compte que j'étais pas mal en accord avec beaucoup de gens sur YouTube, notamment Margot Liseuse, tout ce qu'elle dit à peu près, parce qu'elle aime pas Thorne par exemple, donc non, mais tout ce qu'elle pense de ce tome, c'est ce que je pense aussi, et du coup quand je l'écoutais parler, j'étais là, oui, exactement, tu as raison, donc ça m'a fait plaisir. Donc voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce tome, et après je ferai une conclusion sur la saga, puisque c'est la fin. J'ai pris des notes sur mon téléphone parce que, voilà, j'ai un peu peur de me perdre. J'ai terminé ce tome d'une traite, vraiment, les dernières pages c'était... Parce que tout le tome, je l'ai lu plutôt au compte-gouttes, pour déguster, puis parce que j'avais pas toujours le temps. Mais là, à la fin, c'était impossible de faire une pause. Non, c'était... Moi, je ne pensais qu'à ça, en plus. Et bien évidemment, j'ai pleuré, hein. La scène de Thorne dans la cage, j'ai pleuré. Quand Ophélie crie « Relève-toi », je suis à vie, je me souviendrai de cette scène. Et vraiment à ce moment-là, en fait, je pensais que Thorne c'était fini, que Thorne mourrait. Vu qu'à ce stade de lecture, on sait pas trop ce qui se passe avec la corne d'abondance, moi je me suis dit « Ah ça y est, Thorne meurt ». Je me suis dit « Thorne meurt à 100 pages de la fin », je trouvais ça étrange. Mais je pensais que Thorne était mort, et ça m'a fait un effet très étrange que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps, où ma vision s'est troublée devant les mots de Thorne qui tombait dans la cage. J'ai vu trouble et j'ai commencé à pleurer, c'était... J'ai rarement ressenti ça. C'est vraiment la preuve que j'aime énormément cette saga et la preuve que j'aime énormément Thorne. Parce que voilà, je fais partie des gens qui adorent Thorne et du coup quand je regardais des avis sur la passe miroir, il y avait beaucoup de gens n'empêche qui n'aiment pas Thorne, qui le trouvent toxique, etc. Moi j'avoue je suis pas trop en accord avec ça, mais après c'est le ressenti de chacun, je vais pas dire t'as tort, c'est juste moi je le ressens autrement. Mais je peux comprendre, hein. Je peux comprendre que Thorne, des fois, t'as un peu envie de lui foutre des claques, mais moi, c'est un personnage qui me touche énormément. Et toute la fin, toutes les dernières pages, j'ai pleuré. Toutes les révélations, c'était tellement intense et je pleurais sans même m'en rendre compte. Les scènes avec Elisabeth, du coup, qui ne s'appelle pas totalement Elisabeth. Ouais, à la fin, j'étais... La fin, bon ça j'en parlerai plus tard du coup, mais la fin forcément j'étais en pleurs. Quand je l'ai terminée, j'avais du mal à me faire un véritable avis dessus, comme je vous disais. J'ai ressenti le besoin de regarder des vidéos pour vraiment réussir à me forger plus mon avis, du moins à mieux le formuler. Et notamment je trouve ça compliqué de se faire un avis sur les derniers tomes de saga, surtout d'une saga qu'on aime à ce point-là. Parce que du coup il y a ce bouleversement, que ce soit la fin, qui biaise un peu tous tes ressentis. Moi du coup il y a des choses dans ce livre que j'ai aimées et des choses que je n'ai pas aimées, mais j'étais tellement bouleversée par le fait que ce soit la fin que du coup c'était un peu tout embrouillé dans ma tête. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'un moment de réflexion. Mais du coup maintenant c'est bon, j'ai réussi à me faire mon avis, à du moins réussir à le formuler. Alors forcément un avis sur un livre ça se réfléchit, ça se mature. Peut-être que dans plusieurs mois, plusieurs années je n'aurai pas du tout le même avis. Voilà, mais là pour l'instant mon avis après quelques instants de réflexion. Donc dans ce tome, il y a des choses que j'ai adorées. Vous avez pu voir tout au long de mon vlog lecture qu'il y a vraiment des scènes que j'ai vraiment littéralement adorées. Et il y a des choses qui ne m'ont pas plu, des choses pour lesquelles je suis très dubitative. Voilà, je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Et c'est là que je rejoins... J'ai remarqué que mon chat est venu sur la caméra. Déjà je vais poser le livre parce qu'il est quand même... c'est un beau bébé. Hein. Avec tout mon processus de réflexion, je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, dans ce livre, j'ai à peu près tout aimé. Bon, il y a quelques nuances à apporter à ça, mais j'ai à peu près tout aimé, sauf la trame des échos et de la corne d'abondance. Quand je regardais les vidéos, je lisais aussi les commentaires, et à un moment j'ai lu quelqu'un qui disait que la trame scientifique des échos et de la corne d'abondance était inutilement complexe. Et là, ça fait tilt dans ma tête et c'est exactement ce que je pense. Vraiment, cette trame, elle ne m'a pas du tout convaincue. Je suis très dubitative par rapport à toutes ces histoires d'écho et de cornes d'abondance. Mais en même temps, je trouve que cette trame est intéressante et originale. Tu vas pas retrouver ça ailleurs, quoi. C'est sûr et certain. Mais en fait, quand je repense au début de la saga, aux 3 premiers tomes, quand je pense à tous les personnages qui ont été mis en place, tout l'univers, toute la richesse de l'univers,
toutes les histoires des livres, enfin tout ce qui a été mis en place, quand tu te dis que la résolution c'est cette histoire d'écho et de corne d'abondance, vraiment je trouve que ça ne rend pas justice au début de l'histoire. Et me dire que la résolution de l'histoire, alors il y a d'autres choses aussi qui résout l'histoire, mais ça prend quand même beaucoup d'importance cette histoire d'écho, me dire que c'est ça la résolution de cette histoire, je trouve que ça gâche un peu tout en fait. Je le précise là, mais dans ma tête ça paraît très logique, mais jamais je ne reproche quelque chose à Christelle Dabos. Elle a fait son histoire, c'est elle qui la décide du début à la fin, c'est son histoire à elle. Moi j'ai rien à en dire, surtout moi qui suis-je pour lui dire tu aurais dû faire ça, pas du tout. C'est juste moi comment je ressens les choses, c'est juste mon avis purement subjectif. Et objectivement, comme je disais, cette histoire est originale, cette trame d'écho est originale, donc tant mieux qu'elle la mette. Mais moi subjectivement en fait j'ai pas du tout adhéré à ça. Et ouais, je trouve que ça, pour moi, ça dessert un peu l'histoire. Parce que je me dis, quand je vais relire le début de l'histoire, quand je vais relire les tomes 1, 2, 3, et je vais me dire, la fin de l'histoire, c'est ça, cette histoire d'écho, ça va tout me... Je sais pas comment expliquer, mais ça va me faire un effet de dommage en fait. Et donc en fait, je me suis rendu compte que ce livre, La tempête des échos, et toute cette histoire d'écho et de corne d'abondance, je l'aurais adoré si c'était pas la passe miroir. Comme forcément ce tome je le relis au précédent, forcément, vu que c'est la continuité de l'histoire, du coup j'ai un effet de ah tout ça pour ça, genre toute cette histoire, tout cet univers, tous ces personnages, pour que la résolution de l'histoire ce soit ça, j'ai un peu cet effet là. Mais là bien sûr je ne parle que de l'histoire des échos et de la corne d'abondance, parce que tous les autres rebondissements, toutes les autres résolutions, je les ai beaucoup aimées, notamment le fait qu'en fait le monde ne soit pas tombé en morceaux, mais que le monde soit inversé, avec l'envers et l'endroit. Ça, j'ai trouvé ça absolument génial, je m'y attendais absolument pas. Et j'ai lu, et en fait, ce qui est génial, c'est que en lisant ça, je me suis dit, mais oui, en fait, ça paraît logique. Ça apparaît comme un plot twist, mais en fait, tu te dis, mais depuis le début, qu'en fait, c'était logique. Et du coup, j'ai trouvé ça très bien amené, et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et pareil pour la révélation de Elisabeth, qui est en fait, depuis le début, Eulalie. J'ai trouvé ça excellent et j'ai trouvé ça bien amené, peut-être un peu trop rapide, j'aurais aimé plus d'indices, mais j'ai quand même trouvé ça absolument excellent. Mais en soi aussi, ce que je trouve dommage, je me suis rendu compte de ça, je me dis, en fait ce dieu dont on parle depuis le premier tome, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus au deuxième, du coup, vu qu'il apparaît, enfin du coup c'est pas lui, mais vous me comprenez, on en parle dès le premier tome, vu que la première page de la passe miroir, c'est, vous savez, l'écriture en italique, là... au départ nous étions un, ça parle déjà de Dieu dès la première page. Et là tu te dis, ce Dieu dont on parle depuis le premier tome, au final c'est un personnage qui apparaît qu'au troisième tome. Et je sais pas, mais cet aspect, si on chipote un peu, c'est pas forcément le mieux je trouve. Je sais pas si c'est super en termes de trame narrative, mais j'ai quand même trouvé ça génial, donc là c'est vraiment si on chipote un peu, je me suis fait cette réflexion. Donc vraiment il n'y a que les histoires d'écho et de corne d'abondance qui m'ont dérangé, mais c'est mon avis subjectif là sur le moment. J'ai fini la saga il y a 2 jours, je suis encore en processus de deuil, parce que, en fait, objectivement, c'est quand même original, et peut-être que dans quelques années, je dirais, mais Solène, c'est absolument génial comme idée. Alors, par rapport à la fin, personnellement, je fais partie des gens qui adorent les fins ouvertes. Je trouve que c'est le meilleur genre de fin qu'on puisse faire. Après, il faut nuancer. Les fins ouvertes où vraiment tu finis le livre et t'as rien compris tellement c'est ouvert, je parle pas de ce genre de fin-là. Mais là, la fin, elle est ouverte, mais en soi, elle a apporté toutes les réponses qu'il fallait. Du moins, la plupart des réponses. On sait qui est Dieu, on sait qui est l'autre, et l'autre d'ailleurs a été vaincu. Donc ça, les réponses sont apportées. On sait du coup la vérité par rapport au monde, le fait qu'en fait, il est inversé. Toutes ces réponses sont apportées. Donc en fait, quand on dit que c'est une fin ouverte, c'est une fin ouverte que pour un seul aspect, qui est le couple de Thorne et d'Ophélie. En fait, la fin, elle est juste ouverte sur la question, est-ce que Thorne et Ophélie vont réussir à se retrouver, est-ce qu'ils vont réussir à se revoir, est-ce que Ophélie va réussir à ramener Thorne dans l'endroit. Et franchement, quand on y pense, c'est une fin logique. Personnellement, avant, quand j'imaginais une fin à la passe miroir, vu que j'adore les fins ouvertes et mélancoliques, franchement, j'aurais dit, moi je vois bien Ophélie qui a perdu Thorne, alors là j'aurais plus dit dans l'interstice des miroirs, du coup, vu que j'étais pas au courant qu'il y avait un endroit et un envers, mais j'aurais bien dit un truc comme quoi Thorne était coincé quelque part dans l'interstice des miroirs et qu'Ophélie devait le retrouver. En fait, je suis un peu divisée sur la question parce qu'il y a la partie subjective de moi qui forcément veut savoir si Ophélie va retrouver Thorne et qui, subjectivement, j'aurais adoré une happy end où ils s'aiment, ils se font des bisous. Mais objectivement, je trouve que c'est la meilleure fin possible et je suis très contente que ça se finisse sur le fait que, on ne sache pas. Et en plus,
certes c'est une fin ouverte, ça se finit avec Ophélie qui va dans le miroir, et est-ce qu'elle retrouve Thorne ou pas, on sait pas, mais il y a quand même des réponses qui sont un petit peu apportées. Et je sais que c'est une théorie de Build Up, elle l'a dit dans une de ses vidéos, je sais plus si c'est la vidéo qu'elle a fait sur la passe miroir ou c'est son live qu'elle a fait avec Si, mais je sais qu'à un moment elle en parle. Quand Ophélie va dans la vitrerie miroiterie, du coup pour passer le miroir, pour essayer de retrouver Thorne, elle entend une chanson qui dit « L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là ». Et son amour c'est Thorne, il est là, c'est vraiment un petit indice comme quoi il est là, tu peux le retrouver. Et là, dans les dernières lignes, il y a écrit « Il n'y avait plus de passé à comprendre, plus d'avenir à conquérir. C'était dans l'ici et le maintenant qu'elle retrouverait Thorne. Voilà, tu ne l'attends plus, il est là, l'ici et le maintenant. On dirait vraiment que le moment où elle passe le miroir, elle va retrouver Thorne. Et il y a même écrit « Elle s'oublie comme pour une lecture, la dernière d'entre toutes. » Et pour moi, cette phrase, elle veut dire « C'est la dernière fois qu'Ophélie aura besoin d'utiliser son pouvoir de passe-miroir. » Parce qu'une fois qu'elle aura passé ce miroir-là, elle retrouvera Thorne, et après elle vivra avec Thorne, et elle n'aura pas forcément besoin d'utiliser son pouvoir de passe-miroir parce qu'elle sera avec lui, et le monde va bien, du coup ils n'ont plus besoin d'utiliser ce pouvoir. Donc du coup, pour moi, une fois qu'elle se plonge dans son reflet, elle arrive à retrouver Thorne. Donc en fait, oui, c'est une fin ouverte, et chacun peut imaginer ce qu'il veut, mais justement c'est ça qui est génial. Oh, ça m'a ému là de relire la fin, j'aurais pas dû... Pourquoi j'ai fait ça? Mais moi j'aime que ça se termine comme ça, c'est une fin mélancolique, et je trouve que les fins mélancoliques, c'est les meilleures fins. C'est une fin mélancolique qui me fait un peu penser à la fin du Seigneur des Anneaux, parce qu'à la fin du Seigneur des Anneaux, le monde est sauvé, mais il y a quand même eu des morts, donc c'est triste, et il y a quand même eu des traumatismes, et c'est pour ça d'ailleurs que Frodon ne peut pas rester dans la comté. Là c'est un peu pareil, le monde est sauvé, mais il y a eu des morts. Gaël et Renard, franchement, leur mort était si rapide que du coup t'as pas le temps de procéder le truc, mais je suis si triste. Et en plus il meurt au moment où il se retrouve, vraiment moi ça me rend très triste. Après en même temps, si personne n'était mort, ça aurait été un peu trop beau, donc fallait que des personnages secondaires meurent. C'est Gaël et Renard, voilà. Au moins ils meurent tous les deux, il n'y en aura pas un tout seul, triste, c'est ce que je me dis pour me rassurer. D'ailleurs, en parlant des personnages secondaires, c'est aussi quelque chose qui m'a déçue dans ce tome, c'est qu'on ne voit pas assez les personnages comme Gaël et Renard, et notamment Archibald, qui est un personnage que j'aime énormément, et comme énormément de gens. Après, c'est quand même très astucieux la manière dont Christelle Dabos les fait apparaître à la fin de l'histoire. C'est un peu la tournée d'adieu. On voit Gaël et Renard, on voit Archibald, on voit Bérénilde, on voit Farouk, on voit un peu tout le monde, mais quand même d'une manière pas forcée. On sent qu'ils avaient leur place dans l'histoire à ce moment-là, et que c'était pas juste je mets les personnages pour que vous les revoyiez, et voilà. J'avais d'ailleurs un peu eu cette impression quand le chevalier réapparaît dans l'histoire. J'avais un peu l'impression que c'était un petit peu, bon c'est le dernier tome, du coup je vais remettre les personnages emblématiques des premiers tomes, mais là pour la fin avec Archibald, Gaël et Renard, j'ai pas eu cette sensation, donc heureusement. Mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi Christelle Dabos a créé de tels personnages si intéressants pour au final si peu les exploiter. Par rapport à ça, je pense notamment à l'Arche d'Arcanter, qui avait l'air si intéressante, et beaucoup de clés semblaient être là-bas, et au final l'arche elle est pas du tout exploitée. Pareil pour Janus, il avait l'air si intéressant, franchement il est tellement stylé, et il est pas du tout exploité. Par contre j'ai vu beaucoup d'avis de gens qui disaient que Victoire est inutile. Alors oui, je suis d'accord qu'elle est pas suffisamment exploitée, mais par contre dire qu'elle est inutile, je suis pas du tout d'accord, parce que c'est à travers elle qu'on est introduit à l'endroit et l'envers, avec son dédoublement. Moi j'ai vraiment l'impression que dans le tome 3 c'est un peu une introduction à ça, au fait qu'il y a un peu de monde, et c'est une introduction tout simplement aux échos, parce que pour moi, alors j'ai peut-être pas bien compris, mais pour moi, si Victoire a le pouvoir de se dédoubler, c'est parce qu'elle est la fille d'un écho, et du coup elle peut elle-même produire un écho. De ce que j'ai compris, c'est ça. Donc du coup, pour moi, Victoire, déjà, elle sert à nous introduire au système des échos et au monde de l'endroit et de l'envers. Donc rien que pour ça, elle est super importante. Et surtout, là, à la fin du tome, c'est elle qui rend son humanité à Thorne. Parce que Thorne l'aide, et du coup, il se rend compte qu'il est humain et qu'il est bon, vu qu'il a sauvé une enfant. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir regarder son reflet, s'accepter, et du coup, redevenir un passe-miroir. Et du coup, c'est en étant un passe-miroir qu'il arrive à du coup prendre l'autre à travers le miroir et à le mettre dans l'envers. Donc en gros, en fait, si le monde est sauvé et que l'autre arrive à être vaincu, c'est un peu grâce à Victoire. Vu que Victoire a aidé Thorne, et c'est Thorne au final qui vainc l'autre. Je sais pas comment on conjugue ce verbe. Et aussi, pour que Thorne puisse retourner dans l'endroit, il faut qu'il ait son pouvoir de passe-miroir, puisque Ophélie vient chercher à travers un miroir, et quand elle était dans l'envers et elle a réussi à ressortir
grâce à un miroir. Donc là, pour que Thorn ressorte de l'envers, il faut qu'il soit un passe-miroir, il faut qu'il ressorte avec le miroir. Et du coup, c'est grâce à Victoire qu'il a ce pouvoir, donc c'est grâce à Victoire qu'il réussira sans doute à passer dans l'endroit. Donc en fait, quand tu penses à tout ça, c'est super subtil, mais Victoire est super importante, et si elle n'était pas là, les choses seraient hyper différentes, et en fait, le monde n'aurait pas été sauvé tout simplement. Donc si, Victoire est super utile, même si c'est très subtil, et en effet, elle n'apparaît pas suffisamment. En résumé, c'est un tome que j'ai trouvé intelligent, très intéressant et bouleversant, hein, il m'a absolument bouleversée. Mais c'est vrai qu'il a des défauts, c'est vrai qu'il est complexe, qu'il est dense, et moi l'histoire de la corne d'abondance et des échos, j'ai pas du tout adhéré, mais ça c'est subjectif. Et c'est vrai que certaines choses auraient pu être plus développées, comme les personnages, comme Arcanter, etc. Si je devais faire un classement de mes tomes préférés de la Passe Miroir, le premier ça reste le tome 3. Alors très subjectivement, c'est un tome qui me touche particulièrement. Et objectivement, je dirais que le meilleur c'est le 2, mais ça tout le monde le dit, le 2 c'est vrai qu'il est absolument génial. D'ailleurs c'est mon deuxième préféré. En troisième, je mettrais le 4. Pour moi, le tome 1 est trop introductif, donc... mais c'est vrai qu'il est c'est quand même une très bonne introduction, même s'il est trop introductif. Donc en fait, je pense que j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour savoir qui j'aime le plus entre le tome 4 et le tome 1. Mais je pense quand même le 4, parce que le 4, il y a quand même des scènes qui m'ont littéralement soufflé, que j'ai littéralement adoré, alors que dans le tome 1, j'ai un peu tout bien aimé, mais voilà, j'ai pas eu non plus de grande adoration, alors que pour le tome 4, si. Je pense que c'est une saga qu'il est important de relire, tout d'abord pour comprendre mieux certaines choses, et puis aussi je pense que ça peut être drôle, par exemple, de relire tous les moments où il y a Elisabeth, et du coup là on pourra se dire « Ah mais en fait depuis le début c'est Eulalie ». Peut-être que Christelle Dabos a laissé quelques indices, donc j'ai envie de les relire pour voir ça, mais là pour l'instant je me sens pas de les relire, je suis encore trop... Ouais, je suis encore trop chamboulée, trop bouleversée, je vais pas les relire de sitôt. Et puis surtout, là, relire le tome 1 et 2 avec tout cet univers et savoir qu'au final ça se finit comme ça, franchement ça va juste me briser le cœur, donc pour l'instant je vais pas les relire. Mais c'est vrai que pourquoi pas l'année prochaine, ou dans 2 ans, organiser un raidathon Passe Miroir, ça pourrait être plutôt pas mal. Pour conclure cette vidéo, je vais donc faire ma conclusion sur la saga de la Passe Miroir. C'est une de mes sagas préférées, je la trouve belle, je la trouve intelligente, je la trouve originale, intéressante. Je l'adore vraiment. Et c'est une saga que je conseille à tout le monde parce que c'est ce genre de saga qui peut être lu à tous les âges, à l'adolescence mais aussi à l'âge adulte, comme beaucoup de sagas de fantasy par ailleurs. Et oui, cette saga elle est vraiment très chère à mon cœur et je la chérirai toute ma vie. Un peu plus que cela même.